Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo décryptage. J'avais beaucoup aimé la dernière fois, sur le dernier décryptage, l'ouverture du chat en direct et les échanges que nous avons pu avoir les uns et les autres. Donc c'est reparti, le chat est ouvert. Je compte sur des échanges nombreux et variés. N'hésitez pas à me poser vos questions. Pour celles et ceux qui arriveraient sur la vidéo, alors qu'elle n'est plus en direct, vous pouvez tout de même accéder aux messages qui ont été échangés lors du chat. Ça s'appelle, il y a une option où il faut activer la rediffusion du chat. Vous devriez retrouver ça sur la droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur ou en bas de la vidéo si vous êtes sur votre téléphone. Donc là, on va s'intéresser à l'épisode 12, donc l'avant-dernier épisode de la saison 3. Je vous mettrai la vidéo des briefings des producteurs sur Facebook, comme d'habitude. Et comme d'habitude, vous avez mon article qui concerne l'épisode avec toutes les photos, les vidéos, les liens sur mon site internet dont l'adresse s'affiche. Et je voulais aussi vous dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ça me fait super plaisir. Et puis pour vous aussi, si vous n'oubliez pas d'activer la clochette, vous êtes informé de chaque publication. Et je sais que parfois, quand on a envie d'avoir plein d'infos sur Outlander, j'essaye de publier de manière assez réactive les différentes interviews qui sont réalisées, soit les acteurs des acteurs ou de Diana Gabaldon ou Ron Moore, les producteurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est ultra simple. Allez, on y va, c'est parti pour le décryptage. Et donc, je commence par vous donner les informations concernant l'épisode. Il a été réalisé par Charlotte Brunström, donc vous avez entendu parler d'elle puisque c'est elle qui a réalisé l'épisode 11, l'épisode précédent, toujours selon la logique de réalisation par bloc de 2 épisodes. Il a été écrit par Luc Skelhas, qui a déjà écrit l'épisode 10 Entre ciel et terre. Ça avait été son premier épisode pour Outlander. Donc là, c'est son deuxième. Et Luc Skelhas est toujours présent dans l'équipe des scénaristes, était toujours présent lors de la saison 5. Alors, à savoir s'il sera là pour la 6, point d'interrogation. En tout cas, déjà 3 ans de bons et loyaux services pour la série. Et moi, j'aime bien son écriture et on va un petit peu en parler. L'épisode 12, donc, qui s'appelle la Bakra, The Bakra en anglais, je trouve que c'est un épisode assez enlevé. Il y a beaucoup d'action, d'intrigue, un peu de suspense, et tout ça sur un rythme quand même assez rapide. Et malgré cela, on a droit à de superbes scènes entre des personnages, je veux dire de belles scènes assez longues et qui ont le temps de respirer. Et j'en relèverai 3. C'est la première scène entre Gaylis et Petit Yann. La scène de retrouvailles entre Jamie, Lord John Grey et Claire, qui est présente aussi dans cette scène-là. Et troisième scène que je relève, mais il y en a d'autres, c'est la scène entre Claire et Gaylis, les retrouvailles aussi entre guillemets. On a ce sentiment dans l'épisode que plein de pièces d'un puzzle sont un peu éparpillées, mais elles commencent un peu à se rassembler. Et notamment, tout le monde se retrouve lors de ce bal du gouverneur. Quand je dis tout le monde, c'est beaucoup de personnages dont certains étaient absents depuis soit de longs épisodes, voire saisons, si on parle de Gaylis. Et ce qui est quand même assez incroyable à relever, c'est que les scènes en extérieur ont été tournées en Afrique du Sud. Et les scènes en intérieur avaient été tournées en Écosse avant le départ en Afrique du Sud. Donc vous imaginez un peu, il y a un décalage là de quelques mois entre les scènes du bal du gouverneur à l'intérieur et puis toutes les scènes qui font la jointure et on retrouve les personnages à l'extérieur. Je trouve que c'est assez incroyable de demander ça à des acteurs. Ils doivent se remettre dans des émotions et dans des choses... et notamment lorsqu'ils ont filmé les scènes du bal du gouverneur en Écosse, il fallait qu'ils soient dans une dynamique où il s'est placé tout ce voyage en bateau avant. Pas évident à mon avis. L'ambiance de l'épisode,
franchement très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En fait, on a l'impression que tout a été fait pour nous mettre mal à l'aise, que ce soit les thèmes abordés et j'en parlerai, pendant les dialogues, hein, il y a quelques blancs un peu gênants, enfin, un petit sentiment de malaise. Les regards et notamment, le personnage de Claire, si on enlève le son et qu'on ne fait que regarder ses mimiques, ses yeux, son visage, franchement, ça en dit long sur l'épisode et très gênant. Les vêtements aussi qui sont soit trop grands, soit trop petits, en tout cas pas forcément super ajustés. Les perruques, même si c'est, authentique pour l'époque, franchement ça rajoute à ce sentiment d'étrangeté, hein, les perruques avec ce front très haut. L'éclairage aussi qui est, carrément surpuissant là dans le salon du gouverneur. Hem et c'est étonnant parce que, je ne sais pas si enfin voilà, à la bougie, je suis pas sûre qu'on puisse autant éclairer, mais, en tout cas voilà. Heu et puis, bah, le sang de chèvre, Gaylis et cetera, évidemment ça c'est fait exprès, mais en fait tout est bizarre, tout est étrange dans l'épisode. Et en parlant de vêtements, vous l'avez peut-être remarqué, vous l'avez peut-être, déjà lu, mais les vêtements que portent, Claire, Jamie, Fergus et Marsali lors du bal du gouverneur sont des costumes, de l'époque parisienne de Claire et Jamie. Donc ils ont réutilisé, les vêtements parisiens. Alors ils ont été, retravaillés, hein, surtout les robes des femmes et la robe de Claire, c'est sa superbe robe safran, donc qu'elle portait à Paris, qui est magnifique, hein, et qui a été retravaillée. Alors c'est un clin d'œil à la saison 2, tout en étant très, très authentique pour l'époque, hein, je crois en avoir déjà parlé. Ils passaient pas leur temps, à aller se faire des nouveaux vêtements, enfin ça coûtait très, très cher, donc évidemment qu'ils les gardaient et puis qu'ils les retravaillaient pour, soit les remettre à la mode de l'époque, soit les mettre à la bonne taille ou tout simplement, pour, voilà les rendre, à nouveau, jolis, modernes quoi, hein. Et moi je trouve ça génial quand la série fait des références, enfin fait référence à elle-même en fait et référence à d'autres saisons ou d'autres épisodes. Quelques mots à propos heu, du source material, comme ils disent en anglais, du matériel source et du livre. Ça fait déjà quelques épisodes où on est parfois très, très loin en termes d'enchaînement d'événements, d'intrigues, de lieux, de personnages qui apparaissent, mais pas au même moment. Alors moi, j'ai un principe, le livre, c'est le livre, la série, c'est la série. J'aime les 2 pour ce qu'ils sont. J'ai pu, les comparer à un moment donné et c'est ce que je faisais dans mes décryptages, de la saison 1 et de la saison 2, mais j'ai arrêté, parce que ça diverge de trop et en fait, si vous n'avez pas encore passé le cap, de la lecture, là, vraiment, c'est l'occasion parce que sur, le tome 3, vous découvrirez vraiment plein, plein d'éléments et de quoi satisfaire votre, envie de plus d'Outlander. Il y a quelques heures de lecture là ou d'écoute, pour, cette deuxième moitié du tome 3 qui diffère pas mal de ce qui a été fait pour la série. Je dis lecture parce que, bah, évidemment il y a le livre papier mais vous pouvez aussi, le prendre en livre audio, si vous voulez essayer, hein, chez Audible, je mettrai le lien, vous pouvez le retrouver dans la description, mais vous avez le premier livre audio qui est gratuit donc faut pas hésiter et c'est super. J'adore la voix de Marie Bouvier lorsqu'elle le raconte, elle prend des intonations différentes selon que c'est Claire qui parle ou un homme ou Jamie ou Marsali. On se laisse assez prendre et quand on n'a pas forcément le temps d'ouvrir un livre, on peut, ben, se mettre le livre dans les oreilles, sur des trajets voiture, si vous prenez le métro ou que sais-je, ou quand vous faites le ménage. Donc voilà, je disais c'est différent, mais c'est vraiment génial d'en avoir un peu plus. Les producteurs, je l'ai lu ça, alors je sais plus si c'est dans un article ou s'ils l'ont dit dans le podcast, mais ils ont été obligés de faire des choix, d'intrigue et il y a eu de nombreuses choses qui ont été laissées de côté. Je termine dans mes impressions générales, je vous parle du titre que je trouve vraiment génial à plusieurs niveaux. The Bacra, déjà, quand, ils ont publié la liste des épisodes, en amont de la saison, je pense que personne ne se doutait de ce dont, serait fait cet épisode, en fait, hein. C'est impossible de deviner à l'avance ce qu'est la Bacra, qui est la Bacra et quand on recherche, la signification
de ce terme. Donc Matt Roberts l'explique dans son débriefing, il dit que ça veut dire the boss, donc c'est le chef, le patron en fait. Mais selon les îles ou les dialectes ou les origines, Bakra a aussi d'autres sens et je les ai retrouvés dans un article et en fait j'ai envie de vous donner ces anecdotes-là parce que franchement c'est assez étonnant. En patois jamaïcain, the Bakra ça veut dire le maître d'esclaves. Donc là, ça colle, ça désigne aussi Gaylis. Ça veut dire aussi le diable en patois jamaïcain. Donc là, vous me voyez venir. Et en ourdou, pardon, qui est un dialecte du Pakistan, ça veut dire le bouc, le mâle de la chèvre, donc le bouc. Et on sait dans l'imagerie populaire et un peu religieuse, le bouc, c'est le symbole du diable. Donc je trouve que tout ça se colle plutôt pas mal, donc très bon titre et puisqu'on parle de choix de noms, de lieux, de personnages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque Claire et Jamie sont dans les rues de je ne sais plus la capitale de la Jamaïque, mais bref, quand ils arrivent au port, ils sont accompagnés donc d'un des hommes de Jared et ils s'arrêtent devant un hôtel ou une auberge en tout cas, une auberge plutôt, qui s'appelle The Black Cat, donc ça veut dire le chat noir. Ça c'est du John Gary Steele tout craché, je suis sûre que c'est pas c'est pas fait exprès du tout et autre nom aussi qui a une signification, l'Abrouja, donc qui est le navire sur lequel était Yann, par lequel il a été enlevé. Bruja, en espagnol, ça veut dire sorcière. Donc certainement, là encore, une référence à Gaylis. Et alors je terminerai là, cette fois pour de bon, les impressions générales en vous disant que c'est la 3e fois cette saison que le générique est décalé, pour nous montrer quelque chose, qui s'est passé avant, ou en tout cas là pour mettre en relief, l'histoire de petit Yann, plus précisément et donc l'épisode s'ouvre, là où se terminait l'épisode 8, de cette saison, quand Yann est enlevé. Heu, il y avait une nécessité de reprendre pied avec lui parce que justement depuis la fin de l'épisode 8, on n'en a quasiment pas entendu parler, donc c'était long. Surtout que tout le but de ce voyage, en bateau et voilà, de cette traversée de l'Atlantique était pour le retrouver. Donc je vais m'arrêter là dans les impressions générales, mais vous allez voir, j'enchaîne. Ça fait une belle transition avec mon top, dont je vous parle tout de suite. Moment top, moment flop de l'épisode. J'aimerais beaucoup que vous partagiez les vôtres, que ce soit en direct sur le chat ou après, dans les commentaires de la vidéo. Il y a plein de superbes scènes dans l'épisode. Il y a forcément quelque chose qui vous touche un peu plus que d'autres. Alors pour moi, ma scène top, c'est la scène entre Yann et Gaylis. Mais absolument tout dans cette scène, en fait. De l'entrée en scène de la Bakra dans son bain de sang jusqu'à la conclusion de la scène. Alors pour la petite anecdote, les acteurs, John Bell, qui incarne petit Yann, et Lotte Verbeek, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui incarne Gaylis, se sont découverts lors de leur séjour en Afrique du Sud. Ils ne se connaissaient pas avant et très très rapidement, ils ont développé une très belle amitié. Et je trouve que leur alchimie à l'écran est géniale. Excellent jeu d'acteur de la part de l'un comme de l'autre dans cette scène-là. Alors, bien évidemment, Lotte, on l'avait déjà vu dans la saison 1, était déjà absolument génial. John Bell, on le découvre, c'est un si jeune acteur, mais lui aussi, en fait, il est passé de l'ingénu qui vivait sa première expérience sexuelle à Édimbourg, complètement fasciné par les aventures de son oncle. On l'a découvert puni par ses parents. Donc là, il a vécu une traversée en bateau qui a duré de longs mois, c'est certain, et on ne sait pas dans quelles conditions. Et il se retrouve là face à cette femme complètement mystérieuse. On sent dans le regard de petit Yann, et c'est en ça que j'adore le jeu de John Bell, mais il nous montre de la fascination et de la peur en même temps.
Hein, ces hormones de l'ado qui doivent forcément le titiller et en même temps, vu ce que lui ont dit les captifs hein, de Gaylis, il doit forcément avoir très très peur. Hein. Pour un jeune homme qui rêvait d'aventure, là, je trouve qu'il est plutôt servi. J'adore quand il porte les deux mains à sa bouche alors qu'il vient de dire quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de dire. L'expression de ses yeux, l'expression de son visage, magnifique. Et, et cette scène, hein, enfin, je pense que si je l'aime autant, c'est par la théâtralité de son entame, en fait. Cette jambe qui sort du bain de sang avec tellement de sensualité. Et le fait qu'on entende la voix de Lotté et son accent très très prononcé écossais. Alors, je sais pas si en français, si vous le regardez en français, en version française, la voix de Gaylis est si reconnaissable, mais la voix originale, on ne s'y trompe pas. Hein. Donc avant même de la voir, on sait que c'est elle qui va sortir du bain. C'est tellement bizarre et c'est tellement dérangeant ce bain de sang de chèvre que, en fait, moi j'ai pas pu détourner le regard. Je trouve ça dégoûtant, mais ça m'a vraiment accrochée et la musique, hein, en fait, qui accompagne, les différentes apparitions de Gaylis, que ce soit à ce moment-là ou un peu plus tard, je trouve mettre de l'emphase et accompagne, de manière assez géniale, toutes ces apparitions. Ça apporte un peu de mystère, enfin, du mysticisme, en fait, on sent qu'il y a un truc un peu space qui se passe là. Et on découvre que Gaylis est vraisemblablement absolument diabolique. On la sentait déjà pas trop dans la saison 1, si vous vous souvenez. Et puis quand on avait rencontré Gillian, hein, donc Gaylis dans les années 60, c'est pareil, hein, on la sent quand même vraiment bizarre, cette femme. Mais là, le fait qu'elle joue avec Yann, sa potion de vérité, elle exploite toute sa sensualité. Hein, elle dénoue ses cheveux, elle dévoile son corps en partie. Il y a une grande part de séduction malsaine hein, dans cette scène-là. Et ouais, très très bien joué. Je fais un petit clin d'œil à la superbe robe de chambre que porte Gaylis. Ça me semble pas forcément très contemporain en fait de l'époque du 18e. Mais bon, c'est Gaylis, alors qu'importe. Et pour la petite anecdote, c'est un tissu, c'est un tissu d'ameublement qui a été trouvé en Afrique du Sud par toute l'équipe costume. Entre parenthèses, ça se voit hein, que c'est un tissu plutôt pour des meubles. Mais voilà, c'est pour Gaylis et je trouve que ça lui va super bien. Le final de la scène, hein, je disais que j'ai tout aimé dans la scène du début à la fin. On est quand même un peu en train de parler du viol d'un mineur, hein, donc de pédophilie, si on peut dire. Mais en fait, si on met ça de côté, si on peut le mettre de côté, ce que j'ai aimé, c'est l'intelligence de petit Yann qui tente quand même de s'en sortir en disant: «Mais en fait, je suis pas vierge» et j'ai retrouvé un peu de vivacité d'esprit, de Jamie, en fait, dans cette réflexion-là et ouais, j'ai bien aimé. Mon flop, il y en a plusieurs, c'est des petites choses. Déjà, pour commencer, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est, ce qui précède l'épisode. Vous savez, quand ils disent, en français, ils doivent dire, précédemment dans Outlander et où on vous montre, ben, des petites images des épisodes précédents pour vous remettre un peu dans le bain. Mais là, on nous montre, les Campbell, on nous montre, Lord John. Donc je trouve que ça gâche un peu, la surprise de la réapparition de ces personnages. Je Ouais, donc ça, je trouve ça vraiment moyen. Je n'ai pas aimé non plus l'arrivée du capitaine Léonard, alors que le porpoise n'était même pas visible au port, de quelques heures avant, hein, ou alors peut-être que c'était quelques jours avant. C'est vrai que la notion de temps est pas forcément très lisible. Mais surtout ce que je n'ai pas aimé, c'est la fin. Moi, j'en ai vraiment ras-le-bol que Claire et Jamie soient séparés. Une fois encore, Jamie est arrêté. Une fois encore, on ne compte plus le nombre de fois où ils ont été mis sur des chemins différents. Heu, Surtout cette saison, hein, finalement, ils n'ont pas été beaucoup ensemble.
On ne les a pas beaucoup vus interagir tous les deux. Alors, on sait que ça ne va pas durer car il y a une image dans le générique où on voit Claire et Jamie ensemble. Je vous la mets. Alors, je me demande pourquoi on perd du temps à les séparer à nouveau. Et moi, je ne vois qu'une seule raison à cela, c'est qu'il fallait que Claire soit en possession des photos de Brianna, que ce soit elle qui les ait et non plus Jamie. Donc, si c'est pour ça, ok. Mais bon, ras-le-bol, quoi. Alors, j'ai plusieurs thèmes à aborder dans mes focus et pour une fois, ça ne concernera pas forcément uniquement des personnages ou des relations entre eux. Et le premier thème que j'aborde, c'est quelque chose qui définit pour moi aussi cette série, c'est que Outlander ne détourne pas le regard lorsqu'il s'agit d'aborder des thématiques difficiles ou controversées. Et je trouve qu'à ce titre, l'épisode 12 est assez difficile. Alors les thèmes en question et ceux que j'ai en tête ne nous sont pas forcément tous jetés au visage, mais ils sont un peu là en sous-jacent. Et l'épisode, de mon point de vue, traite de kidnapping, de viol ou de pédophilie, je viens d'en parler, de meurtre, lorsque on évoque les, les meurtres des maris de Gaylis. Alors ça n'est pas dit, c'est justement ça nous est pas jeté au visage. Ses maris et les jeunes hommes aussi qu'elle utilise. Ça parle aussi d'abus entre frères et sœurs, ça parle de colonialisme et ça parle d'esclavage. Ce dernier thème étant un peu plus développé et pour le coup un peu plus sous nos yeux là. Donc je vais en parler notamment de celui-ci, mais qu'en dire qu'il ne soit pas un peu convenu? C'est vrai que le lire dans le livre, dans le tome 3 et le voir à l'écran, sont 2 expériences totalement différentes. C'est beaucoup plus difficile à voir, bien sûr. Personnellement, j'ai aimé que les producteurs le montrent parce que, ça représente l'époque, la réalité de l'époque. Donc, il y avait pas à détourner son regard, même si c'est dur. Et évidemment, ça nous donne aussi l'occasion de voir une fois de plus Claire, confrontée, aux horreurs d'une époque qui n'est pas la sienne. Et de ce point de vue-là, sa réaction justement est très claire, entre guillemets claire avec la majuscule, ça lui ressemble beaucoup. Elle est forcément dégoûtée. Son meilleur ami, c'est Joe Abernathy, il est noir. Et Claire a quitté l'Amérique à la fin des années 60, donc en 68. C'est justement l'année où venait d'être adoptée où venaient d'être abolies les lois ségrégationnistes. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les droits civiques des Noirs, en fait. Il y a une grande agitation populaire à ce sujet à partir du milieu des années 50 jusqu'à quasiment la fin des années 60 et l'abolition de ces lois ségrégationnistes. Donc Claire, elle est là-dedans, en fait. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Joe Abernathy, son meilleur ami, porte le même nom que Gaylis, Madame Abernathy. Donc ça interroge car à l'époque, en fait, les esclaves prenaient souvent le nom de leur maître lorsqu'ils venaient à être affranchis. Donc, est-ce que Joe ne serait pas un descendant d'un ancêtre qui a été esclave chez les Abernathy? Point d'interrogation. Toujours sur le thème de l'esclavage, le deal qui est conclu entre Claire et Jamie est téméraire. Donc le nouvel esclave dont Claire se retrouve propriétaire bien malgré elle. On pourrait le voir un peu comme un chantage et donc comme une forme d'exploitation de Claire et Jamie, de cet homme. Pour moi, ça l'est pas en fait, puisque vraiment tout le jeu corporel en fait, tous les mouvements indiquent que ils se mettent vraiment dans une position d'égal et dans une position plus de demander. Et j'ai pas l'impression qu'ils mettent une condition à son affranchissement, le fait qu'il leur donne des informations ou qu'il les aide. Et quand je parle du jeu corporel, je veux dire que Claire se met accroupie, elle se met au niveau du visage de Téméraire lorsqu'elle lui parle. Jamie fait la même chose. Ils ne restent pas debout en signe de domination, en fait. Ils sont vraiment côte à côte et les yeux dans les yeux. Et on voit que Claire et Jamie cherchent l'accord de Téméraire avant à ce qu'ils sont en train de lui proposer.
En revanche, si on parle un peu de de consentement, la manière de Archie Campbell d'asservir et de contraindre sa sœur contre sa volonté est clairement plus choquante pour moi. Hem, c'est bon, c'est très visible, mais c'est vrai que l'œil de Willoughby nous le pointe encore plus nettement. Lui, il ressent, hein, la position dans laquelle se trouve cette femme, qui selon lui est une belle âme. Il sent, hein, que son frère, se sert d'elle et oui. En fait, moi, j'aime la façon dont le Willoughby de la télé a été développé parce que, celui du roman est quand même une belle canaille, qui devient même un meurtrier entre parenthèses. Heu, le tournant est résolument différent pour la télé puisque, Willoughby a été dépeint comme, quelqu'un de sympathique, de sensible, de spirituel et puis là, on le découvre aussi en quête, d'une âme sœur. Donc je ne sais pas où tout cela va mener, hem, mais voilà, ça en fait un personnage, auquel on a envie de s'attacher, en tout cas qui lui, se soucie des autres, hein. Et d'ailleurs, si on parle de Willoughby, lui-même est emmené à ce bal, hein, pour faire distraction, c'est ce que dit Jamie et toujours dans les choses qui me choquent, hein, c'est la réaction des dames de ce bal, hein, qui est quand même, clairement puante, hein, disons-le comme ça. C'est le véritable symbole du colonialisme, hein, lorsque cette femme, s'étonne que, Willoughby parle anglais, ouais, c'est symbole de la domination, de l'anglais, blanc sur tout être, étranger et qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est gênant. Un thème que j'ai déjà abordé dans le précédent, décryptage, hein, sur l'épisode 11, c'est celui du foisonnement de coïncidences et pour cet épisode aussi de l'accélération très, très nette des intrigues. C'est vrai que les coïncidences sont une fois de plus légion. Tous les personnages qui doivent faire, avancer l'intrigue vers la fin de saison sont au bal ou au moins en Jamaïque. Donc Lord John Grey, les Campbell, Gaylis, Ian, le capitaine Léonard. Bon, chapeau bas aux scénaristes, hein, qui parviennent, à tout imbriquer de manière assez cohérente. C'est vrai que, ça glisse, hein, il y a pas d'accroc, on se questionne pas trop. Quoique, on ignore pourquoi, John Gray a été nommé justement gouverneur de la Jamaïque. Lui dit que c'est sans doute par malchance, mais on ne sait pas ce qui l'a mené là. On ne sait pas non plus comment le capitaine Léonard a su que Jamie était présent au bal, alors qu'il ne nous semblait pas être présent sur l'île de la Jamaïque, quelques heures avant. On ne sait pas non plus pourquoi Gaylis n'a pas cherché à faire rapatrier, le trésor des Silky, avant. Parce que finalement, du coup, ce trésor est là-bas depuis une vingtaine d'années. Hem, dans les épisodes précédents, on sentait une certaine inertie dans l'action, hein, dans le sens, l'objet du voyage est de retrouver Yann et on voyait bien qu'on n'avançait pas. Alors bon, c'est sûr que le voyage a duré quelques mois, mais là, d'un coup, on a l'impression d'avoir passé la 5e vitesse, subitement. Personnellement, je me demande si la saison 3 n'aurait pas mérité quand même 3 ou 4 épisodes supplémentaires pour laisser le temps de traiter tout ça, plus sereinement et plus calmement parce que là, on nous a quand même, plutôt balancé pas mal d'informations en un seul épisode. Ça fait beaucoup, même si, par ailleurs, l'épisode, je le trouve bien construit, hein, mais il y a beaucoup de choses. Il y aurait sans doute une matière à développer. Et pour le thème suivant, j'ai envie de parler de Claire et Jamie parce que je trouve que malgré ce que je viens de dire, hein, le fait que ça foisonne de plein de choses, hein, que le rythme est assez soutenu, la relation entre Claire et Jamie n'est pas mise de côté. Même si, les 2 n'occupent pas, l'écran ou la majeure partie du temps puisqu'il y a plein d'autres mondes autour d'eux, hein, justement. Il y a plein de personnages dans l'épisode. Il y a les petites interactions nous montrent quand même que, ils sont bien ensemble. Jamie ne veut pas la quitter des yeux lorsqu'ils arrivent sur le sol de la Jamaïque parce que, et bah, bien sûr, il a trop de mauvaises expériences, donc il ne veut pas qu'ils se séparent pour rechercher Yann. Ensuite, il agit exactement, comme elle lui demande, hein, lorsqu'ils sont au marché aux esclaves et que, et ben, Claire demande à Jamie qu'il fasse quelque chose pour cet homme, pour téméraire. Il le fait
Il trouve aussi les mots et les paroles de sagesse, lorsqu'il explique son geste et le fait qu'il a acheté l'esclave. C'est vraiment bien la seule chose qu'il pouvait faire. En tout cas, c'est la seule chose qui lui est venue en tête à ce moment-là. Hem et Jamie se range, aux côtés de Claire sur la question de l'esclavage, hein. On sent, enfin, on a la confirmation que Jamie est un homme avec une grande ouverture d'esprit et un homme plutôt moderne, en fait, pour son époque. Et puis on a cette belle complicité entre eux, de jolis mots de flatterie, hein, lorsque Jamie, la complimente sur les beaux vêtements qu'elle porte et sur la manière qu'elle a de les porter surtout. Et même s'il n'y a pas à proprement parler de scène de sexe, il y a quand même, beaucoup d'intimité et je fais référence à ce regard, qu'ils partagent, qui est long, qui est appuyé et puis qui en dit très, très long sur leur désir mutuel et sur la passion qui les anime et qui est sans doute vraiment toujours la même qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, au sujet de ce regard, ça a été appelé high sex, hein, donc le sexe avec les yeux, dans un article qu'a écrit une américaine et que j'ai traduit, que vous pouvez retrouver sur mon site internet en intégralité. Elle parle de toutes les scènes de sexe dans Outlander, avec son style et sa manière assez humoristique. Vous avez le lien, hein, si vous cliquez sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran, là, vous y accédez directement. Et toujours pour parler de cette scène, dans le scénario, il y a une phrase qui est écrite, mais qui soit n'a pas été tournée, ou soit a été coupée au montage. Mais Jamie dit à Claire, mes yeux sont en train de faire ce que mes mains ne peuvent pas faire ici et maintenant, ça sonore. Donc voilà, c'est c'est exactement ce que je viens de dire, hein, c'est le sexe avec les yeux. Lors de l'interaction avec John Gray, j'ai beaucoup aimé la réaction de Claire qui se tient à l'écart, hein, elle est de côté, parce qu'elle sent que les retrouvailles, ce sont celles de Jamie et Lord John Gray, hein. Elle ne s'immisce pas, en fait, elle est là. Heu Évidemment, elle ressent une sorte de malaise et je vais en parler un peu après, parce qu'elle ne comprend pas tout de cette relation, mais néanmoins, elle ne montre pas de signe de possession. Vous savez, ce petit geste qu'on aurait tendance à faire en se rapprochant ou en mettant la main sur la main du conjoint ou en prenant le bras, enfin, vous voyez, un signe de possession. Claire est sans doute jalouse à ce moment-là, mais elle ne vient pas se coller à Jamie. Et enfin, toujours, enfin, pour finir sur Claire et Jamie, lorsque Gaylis apparaît, aux côtés de Claire, Claire et Jamie échangent des regards entendus. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils se comprennent sans se parler et lorsque je revisionne ces petits regards, voilà, entendus, j'ai l'impression de revenir à des interactions, entre eux dans la deuxième partie de la saison 2 quand on sentait qu'ils faisaient vraiment une équipe, en fait, qu'ils formaient une équipe tous les 2. Voilà pour Claire et Jamie. Pour mon thème suivant, je vais parler de Lord John Grey. Quel bonheur cet acteur, capable de passer tellement d'émotions, avec son visage, avec ses yeux, et son teint, blême et blafard, alors qu'on commence à entendre parler de possibilités de spin-off, hein, qui semblent être en bonne voie. Moi, j'imagine tout à fait David Berry, porter une série sur ses épaules. Alors bien sûr, on ne sait pas de quoi seront faits les spin-offs et si c'est un spin-off sur Lord John Grey. Il y aurait matière avec tous les livres, qu'a écrit Diana. On verra bien. En tout cas, cet acteur, waouh, phénoménal lui aussi. J'adore le ravissement qu'on lit sur le visage de John Grey quand il aperçoit Jamie pour la première fois et puis ensuite, lorsqu'il se retrouve dans son bureau, l la retenue enfin ce petit mouvement où on sent qu'il aimerait aller faire une accolade à Jamie et il se ravise. Superbement bien joué. Un joli échange entre Jamie et Lord John au sujet du Willy. On sent, hein, la douleur de Jamie et en même temps la joie d'avoir de ses nouvelles et là la musique qui accompagne, ces paroles-là, mais vraiment l'emphase sur ce petit morceau enfin sur ces rapides échanges de dialogue.
On peut quand même saluer pardon, le choix de la production de ne pas avoir mis leur John Grey sur le porpoise, hein, sur le marsouin, parce que c'est ainsi que ça se passe dans le livre, hein. Claire rencontre, John Grey alors qu'elle est sur le porpoise. Alors les producteurs ont choisi de ne pas, procéder de cette manière pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait déjà Tomkins, hein, Monsieur Œil de Verre, sur le porpoise, donc ça aurait fait beaucoup en fait, ça aurait fait trop de coïncidences. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. En même temps, moi j'ai envie de me dire, ils sont pas gênés par les autres coïncidences, donc bon, à quoi bon? Enfin, une de plus, une de moins. Non, et la deuxième raison, c'était surtout de garder la surprise pour Jamie, hein. C'est-à-dire que si Claire avait rencontré John Grey sur le bateau, forcément elle en aurait parlé à Jamie. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir, ces retrouvailles, lors du bal et ouais, et la surprise des 2, et c'est beaucoup mieux, je crois. Heu, la question du saphir, je trouve, permet de passer un cran supplémentaire dans les doutes que peut avoir Claire. On sentait qu'elle était pas très à l'aise, hein, à côté de Jamie et John Grey lorsqu'ils se sont retrouvés. Mais là, le saphir, elle sent que cette relation n'est pas une simple amitié. On voit, hein, d'ailleurs toute la tristesse de Lord John, avec cet amour non partagé. Heu, mais en fait, ce qu'on ne voit pas dans la série, c'est que beaucoup de choses se sont passées entre Jamie et lui, hein, donc entre la prison d'Arnsmuir et donc cette rencontre en Jamaïque, il doit y avoir une dizaine d'années peut-être? Faudrait que je revérifie. Mais justement tous les livres, qu'a écrit Diana Gabaldon au sujet de Lord John Grey, comblent toute cette période-là et en fait, il n'y a pas que ce qu'on nous a donné à voir, pour la série, hein. Dans l'épisode 3 et 4, il y a eu beaucoup d'autres interactions supplémentaires entre Jamie et John Grey. Hem, donc du coup, pareil, si vous voulez étendre votre univers Outlander, vous pouvez les lire, hein. Ça n'a c'est pas la même écriture, c'est plus sous forme de roman policier. Jamie et Claire peuvent être présents parfois, surtout Jamie, mais ça tourne vraiment autour de John Grey et de son histoire personnelle et ça nous permet d'en apprendre plus sur lui et ouais, faut pas hésiter. Il y a un article sur mon site internet sur l'ordre de tous les livres qu'a écrit Diana Gabaldon en rapport avec l'univers Outlander. Si vous voulez, savoir par lequel commencer, vous pouvez aller voir, je vous mets le lien, toujours pareil dans le petit i qui est en haut à droite. Hem, pour finir sur John Grey, j'ai envie de parler de l'interaction qu'il partage avec Claire, hein, alors que Jamie n'est pas présent. Hem, la scène n'est pas très longue, hein, mais là encore, il y a beaucoup de subtexte, en fait, hein. On sait que John Grey est jaloux de Claire, parce que, le retour de cette femme disparue, peut un peu changer le lien qu'il partage avec Jamie. En fait, il n'a plus l'exclusivité, même d'une amitié. Heu, on peut pas vraiment dire que tous les 2 s'apprécient, mais en tout cas, il y a beaucoup de respect entre eux, ça c'est clair. On sent un peu d'amertume dans les propos de John Grey, dans sa dernière phrase, quand il dit qu'il est ravi d'avoir pu faire la connaissance de l'amour pour lequel, le cœur de Jamie n'a jamais cessé de battre. Sous-entendu: «C'était pas moi». Et puis, pareil, un peu de gêne et de jalousie certainement aussi du côté de chez Claire puisque pour le saphir, elle ne savait pas, elle ne savait rien et c'est pas rien d'offrir un saphir, même si elle ne connaît pas le contexte, voilà, ça la questionne. Et donc je vais finir mes focus, en vous parlant de Gaylis et en vous posant une question en fait. Est-ce que Gaylis est la nouvelle méchante de la série? Alors soyons clairs, hein, moi je ne place pas du tout, Gaylis au même niveau que Black Jack Randall. C'est un peu une méchante comme on peut trouver dans les James Bond, en fait, elle a toujours eu le même but, Gaylis, hein, c'est restaurer un roi, écossais sur le trône d'Angleterre. Elle n'a pas, du tout dévié de cette ligne. Heu, mais bon, voilà, pour arriver à cette fin-là, elle laisse beaucoup de morts derrière elle. On sait de façon sûre qu'elle a tué au moins 2 maris, certainement un troisième, vu le sous-entendu, qu'elle fait lorsqu'elle discute avec Claire.
Donc quand Claire la découvre, évidemment, elle pense voir un fantôme. Même si Claire savait que Gaylis n'était pas morte avant d'avoir pu donner naissance à son enfant, puisque si vous avez bien en tête l'épisode 13, hein, le dernier épisode de la saison 2, Claire parle à Roger de son ascendance et elle lui dit que Gaylis est sans doute une de ses ancêtres en ligne directe, en fait. Donc, ouais. Donc, mais Claire, quand même, découvre le contexte global du fait que Gaylis ait échappé à la mort, hein, avec l'aide de Dougal, etc. On découvre aussi que Gaylis aimait vraiment Dougal. Alors, bien sûr, à sa manière, hein, c'est un amour un peu particulier et plus certainement fait de comment on dit d'admiration, hein, pour ce que représentait Dougal, chef de guerre, tout acquis à la cause jacobite comme elle. Mais ce qu'on découvre aussi, c'est qu'elle est toujours aussi vulgaire quand elle parle des hommes. Elle leur donne quand même peu de crédit, hein. Pour elle, les hommes, ce sont des outils, des objets, des instruments en fait de ses désirs, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. Désir sexuel, désir de conquête, désir de pouvoir, enfin, désir d'argent. Je ne sais pas si elle est attachée aux hommes pour ce que sont vraiment les hommes et même pour Dougal, je me pose la question. Et donc là où on la voit vraiment, c'est dans cette, alors si je mets de côté bien sûr la scène avec Petit Yann, mais dans sa discussion avec Claire, on sent que les 2 femmes sont, quand même constamment sur la réserve. Elles sont amies et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a vu Gaylis, alors je pense plutôt à la saison 1 juste avant le procès des sorcières, elle sauve Claire donc Claire elle a ça en tête, hein, elle lui est redevable de ça, elle lui a sauvé la vie. Mais là, dans l'épisode, il y a une sorte d'évaluation de leur relation. On sent que Gaylis est prête à tout et c'est en ça, en fait, que je dis qu'elle fait une bonne méchante pour la série. Heu, pour la prophétie, pour l'instant, Gaylis ne peut pas l'interpréter correctement puisqu'elle n'a pas tous les éléments. Mais nous, on sait. On sait que ce bébé qui a 200 ans le jour de sa naissance, c'est Brianna. Il y a pas enfin, c'est assez, transparent, hein, comme lecture pour nous téléspectateurs. Heu et je terminerai en disant que Gaylis vraiment, elle est là dans ce 18e siècle, beh, finalement elle n'a pas du tout peur d'être démasquée, hein. C'est, ses mentions à des références modernes, Benjamin Button, enfin Button, je sais pas comment on dit? Benjamin Button en anglais. J'aime bien comment réagit Campbell en disant: «Mais qu'est-ce qu'elle me dit celle-là?» Mais elle s'en fiche, hein, d'être démasquée, c'est pas du tout son problème, elle est ce qu'elle est, elle assume totalement et c'est en ça aussi que ce personnage finalement, même si c'est une sorte de méchant, on n'arrive pas à la détester complètement, en fait. Il me reste donc à conclure pour cette analyse d'épisode. Je me répète, mais voilà, cet épisode a permis de réunir une série de personnages qui seront forcément présents dans le dernier épisode. Tout est allé un peu vite, mais il reste encore beaucoup de choses en suspens et je pense notamment au fait que, ben, Yann n'est toujours pas, auprès de Jamie, hein. Et là, c'est visiblement Claire qui doit se charger de ça. Jamie, bah, il faudrait qu'il parvienne à s'extirper du joug des militaires britanniques, hein, des soldats britanniques. Il faudrait qu'il y ait une résolution de cette relation entre Claire et Gaylis, puisque maintenant Claire sait que Gaylis est sans doute responsable de l'enlèvement de Petit Yann. Les épisodes finaux, hein, des saisons 1 et 2 étaient vraiment superbes, avec une mention très, très, très spéciale à l'épisode, final, l'épisode 13 de la saison 2, Le Talisman, qui reste définitivement un de mes préférés de la série. Donc la barre est haute. Rendez-vous d'ici 10-15 jours pour mon analyse du dernier épisode de la saison 3. Avant de quitter la vidéo, eh bien, mettez un petit pouce, un petit j'aime si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, dites-nous vos tops, vos flops, des réflexions particulières que vous inspire l'épisode en commentaire sous la vidéo, pourquoi pas, sur le site internet, sur Facebook.
Je voulais remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour animer le chat avec moi. Merci beaucoup. Je pense que c'est une expérience sympa. En tout cas, moi, je le vis super bien. Pour celles qui prennent le chemin en route, eh bien, ma foi, n'hésitez pas à commenter tranquillement lorsque vous en aurez le temps. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire par après. Eh bien, il me reste à vous dire à très vite. Prenez soin de vous.